Pour nous, les drones doivent servir pour sauver des vies, avoir un œil dans le ciel pour pouvoir permettre vraiment de pouvoir apporter un plus ici au Niger et dans la sous-région. Aujourd'hui, il est très difficile pour un jeune qui veut devenir pilote parce que ça coûte très cher. On veut vraiment faire presque gratuit pour l'élève pour que vraiment on puisse arriver à susciter des passions, créer une culture de l'aviation légère auprès des jeunes, préparer les générations futures. On a besoin de pilotes. Bonjour, Monsieur Abdulaziz Kounché, vous êtes fondateur de Drone Africa Service, une société basée à Niamey. Merci d'être avec nous. Merci, merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Dans un contexte d'insécurité croissante au Sahel, les drones militaires se multiplient, mais selon une interview de 2021, vous préfériez vous concentrer sur l'usage civil des drones parce qu'il y a un marché assez grand en dehors de la sécurité. Est-ce toujours le cas? Est-ce toujours le choix, les missions civiles? Chez Drone Africa Service, le fait d'utiliser les drones pour des applications civiles font partie même des gènes de notre entreprise. Dès le début, les toutes premières missions que nous avons eues à réaliser étaient pour des missions à usage civil. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Pour nous, les drones doivent servir pour sauver des vies. Le but premier des drones pour nous, c'est vraiment comme étant un outil qui doit servir à sauver des vies. Donc, c'est pour ça que nous avons développé plusieurs types d'applications, comme la cartographie aérienne dans le cadre de tout ce qui est gestion des risques et catastrophes, euh, pour pouvoir faire la cartographie des sites des réfugiés, mais aussi pour la lutte anti-braconnage en faisant de la surveillance. On s'est dit que c'était toujours bien d'avoir un œil dans le ciel pour pouvoir permettre vraiment de pouvoir apporter un plus ici au Niger et dans la sous-région par rapport à cette technologie. D'accord. En fait, tout Mm. à l'heure, vous avez déjà souligné pas mal de missions que vous avez participé. En fait, ces missions couvrent non seulement votre pays natal, le Niger, mais aussi la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a la cartographie des zones inondables lors des fortes pluies. Il y a aussi la Mhm. protection des girafes. Il y a aussi la surveillance anti-braconnage. Il y a aussi la cartographie des déplacés de DIFA sous menace de Boko Haram pour le HCR, Haut Commissariat Ouais. pour les réfugiés de l'ONU. Alors, quel projet vous a le plus marqué? Le projet, il y a plusieurs projets qui m'ont marqué parce que chaque projet qu'on a eu à réaliser était un challenge dans le sens où c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant au Niger. Et c'est vrai quand même que la mission du HCR, c'était notre toute première mission. À l'époque, c'était en zone d'insécurité, puisque c'était à Difa qu'on avait eu à réaliser cette mission. Pour moi, c'était certainement l'une des missions où le challenge était le plus grand, parce qu'on s'était vraiment engagé à faire ce travail-là, sachant qu'effectivement, il y avait des risques. En plus de ça, le drone est un outil sensible qu'on doit utiliser. Il y avait le challenge pour avoir les autorisations, pour nous permettre aussi d'utiliser le drone dans ces zones-là. Donc, ça a été vraiment un challenge, ça a été très stressant, mais nous sommes contents du résultat et nous sommes aussi très contents que le système des Nations Unies, à travers le HCR, nous ait donné cette opportunité-là, nous ait fait confiance pour qu'on puisse réaliser cette mission. Et Mhm. concrètement, qu'est-ce que vous filmez votre drone dans cette région menacée par Boko Haram? C'est pour savoir combien de déplacés se sont accumulés dans cet endroit-là. Il y avait plusieurs objectifs à la mission. La première mission, déjà, c'est que vous savez, lorsque, par exemple, un site de réfugié vient s'installer dans un endroit, il y a des impacts aussi sur le plan agroécologique. C'est-à-dire que vous allez avoir un camp qui va venir se construire. Vous allez avoir des gens certainement qui vont couper des arbres pour pouvoir se chauffer ou pour pouvoir faire des bâtiments, pour pouvoir faire de la construction. Donc, du coup, on voulait, nous, faire une étude pour savoir quel est l'impact de ces sites sur l'environnement. Est-ce que le nombre d'arbres va évoluer
entre le moment où le site arrive et après lorsque le site va repartir. La deuxième chose, comment aménager le site de telle sorte à ce que le site puisse être bien implémenté sans pour autant avoir un impact négatif sur l'environnement. Vous voyez? Euh, Quel est le nombre de sites? Où est-ce que les sites sont disséminés? Combien de camps y a-t-il? Est-ce que les voiries ont été bien faites? Autant d'informations que les drones nous permettent de pouvoir récolter. Et à l'époque où on avait fait la mission, dites-vous que l'engouement pour les drones n'était pas le même qu'aujourd'hui, où le drone s'est démocratisé. À cette époque, il nous fallait nous-mêmes trouver des solutions pour pouvoir concevoir, réaliser le drone qu'il faudrait pour pouvoir faire ce type de mission-là. D'ailleurs, je pense que si vous regardez sur le site du HCR, vous devrez trouver des images de cette mission-là qui est bien illustrée, qui date déjà. Et donc, tout à l'heure, vous avez évoqué, en fait, il faut trouver des solutions sur place, adaptées à la situation sur place. Alors, comment adaptez-vous? On s'adapte en fonction des missions. Chaque mission a ses spécificités. Chaque mission demande une étude approfondie pour savoir comment, quelle approche il faut adopter. Comme je le dis, Drone Africa Service, c'était vraiment au tout début pour proposer des prestations de services. C'est qu'on a eu cette particularité à chaque fois de pouvoir s'adapter au type de mission que le client venait nous exposer. Et donc, vraiment, c'est du cas par cas. On n'a pas un standard d'approche. En fonction des missions, on arrive tout le temps à trouver les bonnes formules, la bonne solution d'approche pour pouvoir réaliser la mission. Est-ce que vous pouvez citer un exemple? Par exemple, comment surveiller les girafes près de la capitale Niamey? Pour les girafes, par exemple, oui, effectivement, c'était un autre défi parce que on s'était rendu compte que pour les girafes, il y avait déjà une technique qui était mise en place il y avait une méthodologie de travail qui était déjà mise en place par le ministère de l'Environnement qui permettrait d'identifier chaque girafe. Donc, si vous voulez, vous avez un peu comme un album photo avec les flancs des girafes, les différentes girafes. Chaque girafe s'identifie par les taches. Et chaque tâche, c'est comme les empreintes pour les doigts. Et donc, du coup, quand on veut compter les girafes, imaginez-vous, vous avez les agents qui doivent se déplacer pour aller sur le terrain. Ils doivent identifier une girafe, la prendre en photo et regarder dans l'album le soir à quelle girafe ça correspond. Vous voyez, c'est vraiment très difficile à faire. Et nous, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer la troisième dimension en apportant, par exemple, un drone qui permettrait, même si vous avez des groupes de girafes, de prendre une prise de vue. Et là, au lieu de faire girafe par girafe, on peut avoir plusieurs girafes. Et ensuite, en fonction de ça, ben, on pourrait essayer de regarder pour faire en sorte que le temps de travail soit divisé par deux ou par trois. Donc, c'était des solutions qu'on avait apportées. À l'époque aussi, l'intelligence artificielle n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, mais déjà, on avait des idées. On se disait, mais ça serait bien parce que si on pouvait avoir une base de données sur les girafes qui sont déjà identifiées dans une IA, donc ça veut dire que quand vous allez prendre la photo, eh ben, tout de suite, directement, l'IA pourrait identifier de quelle girafe il s'agissait. Donc, ce sont des solutions. Et puis ce n'était pas aussi simple que ça. Il fallait aussi s'assurer, par exemple, que les girafes puissent s'habituer au drone, parce que le drone fait du bruit. Donc, quelle est l'approche? Est-ce que quand le drone va s'approcher de la girafe, elle ne va pas prendre peur et elle ne va pas fuir, elle ne sera pas stressée? Donc, vous voyez, il y a autant de petits spécificités comme ça sur chaque mission où on essaye de trouver des solutions. Donc, cette D'accord. mission a été beaucoup plus un test pour voir quelles sont les potentialités, qu'est-ce que la technologie permet. Et la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, a-t-elle favorisé vos activités au Mali et au Burkina Faso? L'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui, dans sa dynamique de cohésion entre les trois pays,
va ouvrir aussi un champ d'activité, un nouveau marché pour Drone Africa Service. Et effectivement, donc, ça a été aussi pour nous, par exemple, l'opportunité d'être au Salon de la Défense qui a eu lieu au niveau de Ouagadougou pour voir exactement ben, qu'est-ce qui se passe quels sont l'apports des drones dans le cadre de la surveillance. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Est-ce que nous, on pourrait proposer des solutions? Notre objectif, comme je l'ai dit, ça a toujours été le drone comme un outil pour sauver des vies. Donc, on est en train de penser, on s'est dit, mais pourquoi pas si, par exemple, on peut développer des drones de surveillance pour pouvoir faire de la surveillance autour de villages, ce genre de choses. Peut-être que ça pourrait permettre d'augmenter la sécurité. Donc, on est dans une phase d'approche pour voir à travers cette dynamique de l'AES s'il y a un marché qui est là auquel on pourrait répondre. Donc, en 2021, vous avez annoncé la fondation d'une académie de drones. Est-elle aujourd'hui Oui. opérationnelle et comment former des techniciens dans un climat d'affaires plutôt compliqué? C'est une très, très bonne question. Au début, on avait voulu fonder la Drone Academy et c'est un projet jusqu'à présent qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes toujours dans la procédure pour que cette école puisse être certifiée et ouverte officiellement. D'ailleurs, l'école a changé de nom. Ce n'est plus la Drone Academy, c'est devenu ENAL, École nigérienne d'aviation légère. C'est devenu l'école nigérienne d'aviation légère qui n'englobe pas uniquement le drone, mais qui augmente tous les métiers du travail aérien. Donc, ça part aussi bien du drone que de l'aviation légère, c'est-à-dire les ULM, les avions légers, qui pourraient permettre aussi de faire des choses formidables. Donc, on n'a pas voulu uniquement se contenter des drones, on s'est dit que on va élargir. Donc, l'école nigérienne d'aviation légère est une école qui existe légalement. Là, maintenant, nous sommes dans la phase de certification. Nous sommes dans la dernière phase de certification auprès des autorités de l'aviation civile et on espère très, très vite avoir notre autorisation d'exercice qui pourrait nous permettre de pouvoir former beaucoup de jeunes. Notre objectif à travers l'ENAL, c'est vraiment, c'est vraiment de créer une culture de l'aviation légère. C'est de créer une culture de l'aéronautique auprès des jeunes. La cible vraiment pour nous, c'est les jeunes. C'est de faire en sorte que l'aviation puisse devenir accessible. Aujourd'hui, il est très difficile pour un jeune qui veut devenir pilote parce que ça coûte très cher. Les heures de vol coûtent excessivement cher. Et la seule option pour un jeune aujourd'hui, par exemple au Niger, qui veut devenir pilote, ce serait de passer par la case de l'armée de l'air. Et nous, on voudrait essayer de voir si à travers Enal, ben, on pourrait proposer ben, aussi bien des métiers, puisqu'il y a des métiers de l'aérien. On peut faire de l'épandage agricole, on peut faire de la cartographie aérienne en utilisant les avions légers, mais on peut aussi utiliser les drones pour le faire. Et donc, notre objectif premier, vraiment, ce n'est pas vraiment de gagner de l'argent d'une certaine façon, mais c'est vraiment de faire en sorte que on puisse permettre à des jeunes d'avoir cette accessibilité auprès de l'aviation et aussi de préparer ben, les générations futures, puisqu'en Afrique, on a besoin de pilotes, comme vous le savez. Donc, c'est tous ces défis qu'on veut essayer de réaliser à travers Enal. D'accord. Et dans ce cas-là, il faut revenir un peu à votre début parce que vous fréquentiez souvent l'aéroclub de Niamey pendant votre enfance. C'est à partir de ce moment que vous avez caressé un rêve de pilote? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, l'ENAL, c'est vraiment un clin d'œil à mes débuts. Parce que quand je fréquentais l'aéroclub de Niamey, pour la petite histoire, j'avais commencé à l'aéroclub de Niamey. Je n'avais même pas mon permis de conduire et je n'avais même pas mon bac quand je m'étais inscrit. J'étais le plus jeune. Je devais être en seconde et, euh, et je cotisais mon argent de poche et la bourse que j'avais pour pouvoir faire des vols. Et je me rappelais que je faisais des cours aussi à des jeunes élèves sur le modélisme. Il me fallait 15 heures
de cours avec un élève à domicile pour pouvoir m'offrir 1 heure de vol. Vous voyez? Ça veut Oui, dire que vous avez travaillé comme enseignant privé pour les bien enfants. sûr, pendant plus de 20 ans. Et j'ai des élèves aujourd'hui ben, qui sont devenus ingénieurs dans l'aéronautique. Il y en a qui sont devenus pilotes de ligne aussi. Mais je l'ai fait pendant 20 ans. Je l'ai fait pendant une vingtaine d'années. Et donc, je donnais des cours privés le mercredi après-midi, le samedi matin, samedi après-midi, le dimanche matin, dimanche après-midi. Je ne faisais que ça. Et il me fallait à peu près entre 15 et 18 heures de travail avec un élève pour pouvoir m'offrir 1 heure de vol. Et donc, je l'avais fait au sein de l'aéroclub. Malheureusement, l'aéroclub aujourd'hui n'existe plus. Et c'est justement pour ça que j'ai eu l'idée aussi de créer l'ENAL, parce que je connais toutes les difficultés auxquelles un jeune peut être confronté lorsqu'il veut caresser son rêve de rentrer dans l'aviation légère, par exemple. Et c'est pour ça qu'avec ENAL, on veut faire en sorte que ça soit le plus accessible possible. On veut vraiment faire en sorte que ça soit à la limite même presque gratuit pour l'élève, pour que vraiment on puisse arriver à susciter des passions dans le cadre de l'aéronautique. Mais c'est vrai, c'est un clin d'œil à ma jeunesse, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, durant ce long processus, long parcours, quels sont les obstacles les plus surprenants pour vous? En fait, tout au long de votre parcours, j'ai remarqué qu'il y a un manque financier. C'est pour ça que vous devez travailler pendant 20 ans pour cotiser, pour réaliser ces rêves. Est-ce que c'est un souci général pour la plupart des jeunes qui souhaitent caresser leur rêve de l'aviation civile ou bien l'aviation légère? Oui, c'est vrai que ça m'a pris du temps pour arriver là où j'en suis, mais d'une certaine façon, je ne regrette pas parce que ça fait partie aussi de ma personnalité, c'est qu'il n'y a que le travail qui paye. Les jeunes d'aujourd'hui sont très pressés, ils veulent tout tout de suite. Alors parfois, pour réaliser de grandes choses, ça prend du temps. Et pour vous donner un peu, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par donner des cours privés. Avec les cours privés que je donnais, j'ai eu accès pour pouvoir me former moi-même à l'aéroclub de Niamey, pour pouvoir avoir des heures de vol et pouvoir caresser le rêve de devenir pilote. Ça m'a pris plus de 10 ans avant d'avoir ma licence de pilote du LM. Après avoir fait ça, ben, les cours de modélisme que je donnais m'ont permis aussi d'avoir accès au monde professionnel et réaliser l'un des tout premiers drones au Niger. Vous voyez? Et ensuite, j'ai utilisé ce drone-là un peu comme un photographe pour commencer à travailler en tant que consultant indépendant. Ensuite, j'ai fondé Drone Africa Service. Et maintenant, les drones m'ont permis aussi de financer un ULM, un aéronef, 2 aéronefs. Là, nous en sommes au troisième aéronef. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous avons l'infrastructure, nous avons l'atelier pour pouvoir produire des drones. Nous avons un hangar sur l'aéroport Diori Amani avec 3 ULM qu'on peut aussi utiliser. Donc, je me pose même la question de savoir si Drone Africa Service ne deviendrait pas Drone Aéro Service. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait en un an. Ça s'est fait sur 25 ans. Et donc, il y a un temps, il y a du travail, il faut avoir une vision et il faut avancer à son rythme. Et parlant du drone, en fait, il y a un grand acteur de drone, c'est le DJI de Chine. Envisagez-vous des collaborations avec des entreprises étrangères? Et d'après vous, quel rôle pourrait jouer l'expertise chinoise dans le développement de votre société drone Africa Service? Ah oui, bien sûr, DJI est le champion incontesté en matière de drones à travers le monde. Nous, à Drone Africa Service, nous sommes là vraiment pour collaborer avec tous les partenaires qui sont susceptibles de nous aider pour avancer. DJI, à travers ces milliers d'ingénieurs qu'ils ont, effectivement, ça pourrait être une excellente collaboration pour faire beaucoup de choses. On ne ferme pas la porte à la collaboration. On ne ferme pas la porte sur tous les différents horizons. Nous, notre passion, c'est le drone.
Et le fait d'avoir une dynamique avec aussi bien les entreprises ou bien les secteurs en matière de drones qui peuvent être là pour nous aider à créer une dynamique, nous sommes toujours là pour répondre au présent. DJI, c'est l'un des champions incontestés en matière de drones. Mm. Et votre grand-père, le général Kunche, est une figure historique. Alors, cet héritage est-il un atout ou une pression pour vous? Alors oui, effectivement, euh, le fait d'être le petit-fils du général Kunche est un très grand honneur, puisque c'est vraiment une personne qui a su marquer l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Afrique aussi. Aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte de pouvoir avancer sur ma voie et non pas de me faire connaître parce que je suis le fils du général, mais parce que tout simplement, je suis un passionné du drone et que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et que je ne veux pas céder à la facilitation en disant parce que je suis le fils du général, je dois avoir des facilités. Et donc, c'est aussi une certaine façon pour moi de lui rendre hommage, de rendre hommage à tout le travail qu'il a eu à faire durant sa vie. C'est de, c'est d'avancer sur ma voie, de me faire connaître à travers ce que je sais faire et non pas pour ce que je suis, pour qui je suis. Donc, c'est un privilège, c'est un très, très grand honneur d'être le petit-fils du général Seni Kunche, qui est d'ailleurs un très, très grand ami de la Chine. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait fait venir la République populaire de Chine pour la toute première fois au Niger. D'accord. Pendant que votre grand-père était au pouvoir, vous êtes très, 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 très jeune. Vous avez seulement, à l'époque, 5 ans, c'est ça? Je pense que je devais avoir 4 ans. Je devais avoir 4 ans parce que je suis né en 83, il est décédé en 87. Donc, j'ai Mhm. juste des fragments d'images avec lui. J'ai quelques fragments d'images, mais c'est vraiment dérisoire. C'est quelques petits fragments d'images, de souvenirs que j'ai en sa compagnie, dont deux que je pourrais vous citer. Je me rappelle, j'étais très, très jeune et je devais être très, très jeune et il avait demandé à mes parents de me préparer pour venir à la Villa Verte. Et je me rappelais, je ne voulais pas partir. Pour quelle raison, je ne savais pas. Et en fait, il avait voulu que je vienne parce qu'il y avait le président Sankara qui était de passage au Niger. Et donc, il était avec le président Sankara. Je suis venu, il m'a présenté au président Sankara, je lui ai serré la main, je me rappelle. Et après, je ne voulais pas partir, je voulais rester. Et je me rappelle, il m'a dit, non, 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 maintenant, il faut que tu partes parce qu'on doit travailler. Donc ça, c'était par exemple un souvenir que je garde. Le deuxième souvenir aussi, ce sont les soirs très tard le soir, parfois aux alentours de, je me dirais, 19h, 20h, quand il est dans son salon, il y avait il y avait cette voix où il me disait, va m'amener la cigarette, puisque le président Kunche était fumeur à une époque. Et donc, je me rappelle que je partais pour donner le message pour dire qu'il faut amener la cigarette. Je pense que je disais, non, il fume trop, il fume trop. Mais ce sont des fragments, vous voyez, que vous Mhm. gardiez. Voilà. D'accord, d'accord. Mais ce sont des moments les moments doux de votre enfance. Ce sont des moments doux, ce sont des moments qui sont gravés à jamais dans ma mémoire. C'est des petits moments, mais que je garde jalousement. C'est vrai, c'est vrai. Ok, je crois que c'est la fin de cette interview. Merci d'être avec nous, Monsieur Abdulaziz Kounché, fondateur de Drone Africa Service. Merci, merci beaucoup à vous et passez une bonne journée.